Je propose peut-être qu'on passe, merci beaucoup Ager, qu'on passe à l'oratrice suivante. Et donc, bienvenue à Bénédicte Puissant qui travaille dans le service d'immunologie du CHU de Toulouse. Donc, Bénédicte, je crois que tu vas nous parler d'un article sur la spectrométrie de masse des chaînes légères dans la progression des AL, il me semble. C'est ça. Alors, je partage l'écran. Je me mets en plein écran. Très bien. C'est bon pour vous? Alors, bonjour à tous. Merci donc pour l'invitation. Donc, effectivement, comme le disait Olivier, je vais vous parler également de la technique de spectrométrie de masse, mais cette fois-ci dans l'évaluation de l'intérêt de cette technique dans la réponse sous traitement des patients atteints d'amylose AL. Donc, juste en préambule, je vous rappelle les techniques qu'on a actuellement à disposition en routine pour détecter ces chaînes légères libres, pardon, donc dans le contexte de dysglobulinémie en général, et en particulier donc dans l'amylose AL. Donc, il y a l'électrophorèse des protéines sériques, qui est une technique relativement peu sensible, qui est plus appropriée pour détecter des immunoglobulines complètes. Ça va détecter seulement des chaînes légères libres quand même assez fortement dosées. Cette électrophorèse est souvent accompagnée donc de la technique d'immunofixation qui est plus sensible et qui va permettre de détecter, comme on le voit ici, par exemple, des petites bandes monoclonales, ici en lambda, donc fortement évocateur d'une chaîne légère libre monoclonale lambda. Et on a ensuite le dosage, donc des dosages qui sont des techniques automatisées qui se font sur des turbidimètres ou des néphélémètres, et où on va quantifier donc les chaînes légères libres, kappa et lambda. Et puis effectivement, peut-être que l'avenir, ce sera donc cette technique de spectrométrie de masse, qui est une technique qui permet de ioniser, enfin qui nécessite de ioniser des molécules et qui va déterminer le rapport masse sur charge de ces molécules ionisées. Et ça permet de déterminer, d'identifier, notamment, ça peut être appliqué donc aux immunoglobulines, monoclonales ou pas, et on va pouvoir détecter des immunoglobulines monoclonales avec une bonne sensibilité et une bonne spécificité par rapport aux techniques dont on dispose actuellement. Donc, juste également pour information, ces techniques de spectrométrie de masse sont des techniques qui sont d'ores et déjà disponibles dans les laboratoires, mais avec d'autres applications, donc beaucoup en microbiologie pour identifier les bactéries, les champignons, et également en toxicologie pour identifier des médicaments ou des toxiques. Donc, on va voir un peu l'application côté immunoglobuline monoclonale. Et je vous ai mis ici un tracé donc, qui m'a été donné par le CHU de Nantes, puisque Nantes l'a fait beaucoup en recherche, mais le passe en routine maintenant, sur demande, bien sûr. Donc, on voit ici un tracé d'immunoglobulines polyclonales. On voit les G, les A, les N, kappa, lambda. Donc, ici, on a des IgG lambda, les IgG kappa, par exemple. Et on voit à côté un profil monoclonal avec une IgG lambda monoclonale. Donc, pour revenir à l'amylose à elle, on a effectivement besoin dans cette pathologie, vous le savez, de rechercher les chaînes légères libres pour diagnostiquer la maladie d'abord et ensuite pour évaluer la réponse hématologique. Donc, comme vous le savez, on a besoin, selon les critères de l'ISA 2012, pour la réponse complète hématologique, d'une immunofixation sérique et urinaire donc négative et d'un ratio de chaînes légères libres normal, ou bien, avec une proposition en 2021, une chaîne légère libre non impliquée qui devient supérieure à la chaîne légère libre impliquée. Donc évidemment, en tant que clinicien, vous vous intéressez aussi donc, à la réponse d'organes, réponse rénale et réponse cardiaque également. Avec parfois des discordances qui peuvent être observées entre la réponse hématologique et la clinique. Donc, l'objectif de cet article, qui est d'une équipe anglaise, était d'évaluer l'intérêt de cette technique de spectrométrie de masse dans le suivi de patients atteints d'amylose AL traités et d'évaluer la prédiction sur la survie globale et le taux de réponse. Donc, cette étude a en fait dérivé d'une étude observationnelle qui était prospective, l'étude Alchimie, desquelles ils ont inclus des patients et le critère, c'était essentiellement d'avoir des échantillons conservés pour faire cette technique de spectrométrie de masse, donc au diagnostic à 6 et à 12 mois, donc avec un suivi qui n'est pas très long. Donc 487 patients inclus, atteints d'amylose AL. L'amylose a été confirmée par diagnostic histologique.
immunohistochimie ou autre. Il y a eu des échographies cardiaques évidemment, réalisées. On a eu aussi, bien sûr, renseignement des atteintes d'organes rénales et cardiaques notamment, avec, les critères aussi d'atteinte cardiaque. Les dosages de chaîne légère libre étaient documentés avec une majorité, de patients qui présentaient une chaîne légère libre lambda monoclonale. Donc les critères de réponse au traitement étaient les critères de l'ISA et il faut noter que cette population de patients était principalement traitée avec du bortezomib et on peut noter qu'il n'y avait pas de daratumumab, pas d'anti-CD38 donc dans cette cohorte. Donc par rapport aux résultats, donc ce qu'on voit, c'est que donc parmi les patients, il y avait, à peu près un tiers de patients qui avaient une réponse complète hématologique à 6 mois et à 12 mois, c'était relativement stable et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que chez les patients qui étaient en rémission complète hématologique, on avait quand même un pourcentage de patients qui présentaient, une recherche de chaîne légère libre par spectrométrie de masse qui était positive, puisqu'on avait seulement 16 qui étaient négatifs, donc ça veut dire que quasiment 80 étaient positifs. Donc on détecte encore, des chaînes légères libres par spectrométrie de masse, alors que la réponse par les critères conventionnels, on va dire, est une réponse complète. Et pareil pour chez les patients qui ont une DFLC inférieure à 10 milligrammes par litre, on a effectivement un pourcentage non négligeable de patients, donc 75 du coup, qui restent positifs. Donc ça, c'était un petit peu attendu quand même puisqu'effectivement cette, technique est réputée comme étant bien plus sensible. Et on voit, sans trop de surprise non plus que, en fait, plus on a une réponse qui est meilleure, en partant là de droite vers la VGPR et la réponse complète, et beh, plus on a un pourcentage de patients qui va être, avec des chaînes légères libres en spectrométrie de masse qui vont être, négatives. Donc par rapport ensuite à la réponse d'organes, donc en fait, dans cette cohorte, il y avait, une atteinte cardiaque au diagnostic qui était autour de 60 des patients et donc j'ai représenté les graphes, hein, à partir des chiffres de l'article. Donc la réponse cardiaque, hein, donc sur le NT-proBNP était de 27 à 6 mois et 54 à 12 mois et en fait, on voit effectivement que si on s'intéresse seulement aux patients qui avaient des chaînes légères libres négatives en spectrométrie de masse, on a un enrichissement dans cette réponse cardiaque. Donc, on passe à 38 et on passe de 54 à 70 donc, davantage de réponses cardiaques chez les patients qui ont une chaîne légère libre indétectable en spectrométrie de masse. Et ça va être également la même chose pour la réponse rénale. Donc, on avait au diagnostic 71 de patients qui présentaient une atteinte rénale. 22 de réponses, à 6 mois, un petit peu plus à 12 mois, 26 et un enrichissement toujours un peu plus modeste cette fois-ci. Parmi les patients qui n'ont pas de chaîne légère libre détectable en spectrométrie de masse, 26 à 6 mois et 38 également à 6 mois. Donc l'impact également de la présence de ces chaînes légères libres en spectrométrie de masse a été, regardé par rapport à la survie. Donc les courbes de survie ici avec les effectifs, donc en vert, chez les patients qui n'ont pas de chaîne légère libre détectable par spectrométrie de masse et en bleu ceux qui sont détectables et donc effectivement on voit qu'il y a, un impact relativement clair sur la survie. Donc après, les auteurs n'ont pas du tout mentionné les différences par rapport aux critères actuels, par exemple au dosage des chaînes légères libres. Mais quelque part, la réponse vient après, puisque quand on se focalise chez les patients qui ont atteint une réponse complète hématologique, avec les critères conventionnels, on voit que la spectrométrie de masse est capable de distinguer les deux groupes de patients avec une survie qui est meilleure chez les patients qui sont indétectables avec ces techniques donc de haute sensibilité de spectrométrie de masse. Et c'est également la même conclusion chez les patients qui ont une DFLC inférieure à 10 milligrammes par litre. La spectrométrie de masse, il y a encore donc des patients qui sont positifs en spectrométrie de masse et avec des courbes de survie qui vont être différentes. Donc en fait, en conclusion, on a cette technique de spectrométrie de masse, hein, qui montre une meilleure sensibilité que les techniques conventionnelles et qui sont capables de détecter des réponses hématologiques qu'on peut qualifier de profondes, puisque ces techniques sont plus sensibles, et puisqu'on avait effectivement une discordance d'environ 60 de patients
en rémission complète selon les critères conventionnels, alors qu'on avait des chaînes légères libres détectables encore en spectrométrie de masse. Donc, quand cette réponse est profonde, qu'on ne détecte plus les chaînes légères libres en spectro, eh ben, on va avoir une meilleure survie globale, une meilleure réponse d'organes. Ça avait été montré également dans d'autres études qui s'étaient intéressées à la maladie résiduelle par cytométrie en flux dans la moelle osseuse, avec donc des résultats un peu similaires sur la survie, la réponse d'organes. Donc là, l'intérêt vraiment de cette technique de spectrométrie de masse, c'est qu'on peut évaluer donc cette réponse profonde et cette maladie résiduelle sur le sang périphérique, donc sans avoir le geste invasif, bien sûr, de prélever la moelle osseuse. Donc après, la question, ça va être, hein, il y a des études en cours qui vont certainement se développer, ça va être qu'est-ce qu'on adopte comme attitude par rapport à ces résultats. Donc, en cas de spectropositive, ça peut comment dire, prédire une persistance d'atteinte d'organes, éventuellement prédire une rechute. Donc, est-ce qu'on va adapter la surveillance, éventuellement adapter les traitements à ce type de réponse profonde. Et puis, éventuellement, ça peut être des critères qui vont être intégrés dans les essais cliniques, sachant que, par exemple, dans le myélome, c'est d'ores et déjà des critères de maladies résiduelles, etc., qui sont intégrés dans les essais cliniques. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Bénédicte. On a quelques questions dans le chat. Valérie, vous aviez déjà une remarque ou une question? Votre micro est coupé. Là, vous m'entendez. Ouais, très bien. J'avais deux petites questions. Déjà, il y a quand même des patients qui n'ont pas de chaîne légère détectable par spectrométrie de masse, mais qui sont quand même qui n'ont pas répondu, qui ne sont pas en réponse complète. C'est quoi leurs caractéristiques alors du coup? C'est quoi qui comment ça se fait rien n'était détectable alors que ils étaient soit en progression, soit en réponse incomplète? Oui, il n'y en a pas beaucoup. Alors là, j'avoue que tu fais référence à... La partie verte, là, Ouais, ouais, dans ouais. les PGPR et dans les PRNR. Ouais, 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 il y en a quelques-uns qui sont détectables. Alors, c'est un peu étonnant. C'est les immunoglobulines entières alors qui faisaient le... Non, parce que normalement, là, ils ont regardé vraiment que les chaînes légères libres. Ah, ou alors c'est dans la définition de la VGPR. Peut-être que l'immunofixation était positive. Oui, ça doit être des immunoglobulines entières, Les alors. immunoglobulines ayant une demi-vie plus longue. Mm. C'est probablement des histoires de demi-vie qui expliquent les discordances. Ouais. Et sinon, je voulais te demander par rapport à évidemment, l'avantage vis-à-vis de la moelle, il est évident, hein, simple prélèvement de sang. Si on pouvait avoir ces automates pour une utilisation dans nos propres conditions, ça serait bien mieux. Mais par rapport à la NGS ou à la cytométrie en flux de haute performance pour la détection de la maladie résiduelle minime, c'est de sensibilité équivalente ou un peu moins? Non, c'est un peu moins sensible que. Alors, par ordre de graduel, hein, c'est quand même la NGS dans la moelle osseuse qui va rester le plus sensible, suivi de la cytométrie dans la moelle osseuse. Et donc là, la spectro de masse est un petit peu moins sensible. Mais c'est vrai qu'en termes de conclusion sur les courbes de survie, donc il y a quand même beaucoup d'études dans le myélome, hein, il y a davantage que dans l'amylose. Les conclusions sont finalement les mêmes, assez superposables. Donc malgré cette sensibilité un peu moins bonne qui est quand même connue, ça peut vraiment être un outil intéressant. Enfin, à titre personnel, moi, je pense que c'est quelque chose qui va se développer dans les années à venir, une fois que la question du coût, effectivement, sera un peu résolue. Mais je pense que les coûts sont déjà en train de baisser. Et pour répondre aussi aux auditeurs, c'est vrai que pendant longtemps, il y a eu beaucoup de littérature avec des techniques extrêmement compliquées là, dans les 10-15 dernières années. Clairement pas adaptées à la routine. Et là, il y a quand même des choses et des systèmes qui arrivent, qui restent un peu chers, mais qui sont adaptés à la routine. C'est-à-dire qu'on peut passer des patients tous les jours et sortir des résultats donc dans des délais assez courts et avec des manipulations, des temps de manipulation qui sont adaptés à des résultats de routine. Donc voilà, ça va être une question de coût et puis d'avoir des recommandations assez claires. Mais je pense que ça va prendre de la place dans l'avenir. Ouais. Merci beaucoup, Bénédicte, Valérie et Ajar pour cette magnifique bibliose. Merci aux éditeurs qui ont commenté et qui ont trouvé que c'était bien de ne pas faire que la cardiologie dans la bibliose et de nous ouvrir aux chaînes légères et à l'hématologie. Donc,
On est très heureux de faire cette réunion en direct à Toulouse. On est dans notre réunion Captain des arcs du registre IR. On a une soixantaine d'arcs réunis pour le F-Cringress et IR. Et on vous retrouve pour la bibliose le jeudi 6 novembre, la prochaine bibliose. Merci beaucoup encore à nos orateurs et nos modérateurs et très belle fin de journée à tous. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Oh, super, merci beaucoup, hein. Eh bien, de rien. Super, c'était top. Non, très bien. En plus, c'est intéressant. C'est des trucs qui étaient pratiques quand même, et qui sont accessibles et qui ont un impact clinique. Enfin, moi, j'ai été surpris. La question, c'est pourquoi on l'utilise pas en pratique, là, la spectro, c'est une question de coût. Je pense que c'est une question de coût. Alors déjà, comme je disais, c'est que pendant longtemps, c'était vraiment des techniques compliquées. Il faut faire un pré-traitement des immunoglobulines, ça prend énormément de temps, etc. Donc là, maintenant, il y a au moins un fournisseur qui a vraiment des choses prêtes à l'emploi. Et nous, moi, à titre personnel, je vais l'évaluer dans le myélome l'année prochaine. Là, je suis en train de mettre des échantillons à l'abri parce que j'aimerais bien, honnêtement, qu'on ait la technique à Toulouse. Euh, donc ça va être une question d'argent, etc. Mais moi, j'y crois à cette technique, hein. Je pense que franchement, ça va être dans les années à venir. Donc maintenant que voilà, effectivement, il y a des techniques assez adaptées à la routine. Bon, voilà, il faut que les coûts diminuent un peu et que. Très bien, moi, c'était cool. Très bien. Ben, merci beaucoup, Bénédicte, hein. Ben, de rien, c'était un Bonne journée. plaisir. Et puis à Bonne fin de journée bientôt. à vous. Au Ciao. revoir. Bye Bye. bye. Bonne journée. Bye bye.